À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach. Bonjour, je suis Véronique Vavre et aujourd'hui je suis accompagnée de Jean-Nicolas Pradervant de l'antenne régionale valaisanne. Jean-Nicolas, tu es responsable de la conservation du petit Dux cops en Suisse et tu es actif surtout en Valais. Plus je me renseigne sur le petit Dux cops et plus je trouve que c'est un oiseau assez extraordinaire. Il y a 1000 choses à raconter. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu trouves toi d'extraordinaire dans cet oiseau ? Oui, alors le petit Dux cops, c'est une espèce assez particulière. C'est le plus petit hibou de Suisse. C'est le plus petit hibou, mais c'est le hibou qui migre le plus loin, puis c'est un grand migrateur qui passe le Sahara. Et puis, c'est aussi une espèce assez particulière parce que c'est un hibou qui se nourrit d'insectes, quasiment exclusivement. Donc c'est un tout petit hibou qui est un migrateur et qui se nourrit d'insectes. Oui, effectivement, il fait une vingtaine de centimètres de haut, par contre 60 centimètres d'envergure. Donc il est vraiment taillé pour les longues distances. Il se nourrit de papillons de nuit, de criquets et de sauterelles. Incroyable, mais c'est quand même donc un hibou. Oui, c'est tout à fait. C'est un hibou, au même titre qu'on parle du grand-duc ou du moyen-duc, qui sont des cousins éloignés du petit-duc, mais c'est effectivement un hibou. Et d'où vient ce nom de Scops alors ? C'est un nom qui vient du grec ancien et qui signifie petit hibou ou petit hibou à aigrette. Quand on parle du petit duc Scops, on se répète un peu parce que c'est le petit hibou à aigrette. Pour se rappeler, donc les hiboux ont des aigrettes, les chouettes n'en ont pas. Effectivement, donc les chouettes et les hiboux, c'est deux groupes qui ont, on va dire, évolué de façon un petit peu similaire, mais qui restent éloignés. On ne peut pas parler de cousins comme les hiboux entre eux, on est beaucoup plus éloignés en termes de génétique. Où est-ce que vit le petit Dux cops ? Alors le petit Dux cops vit principalement en Valais. C'est là qu'on trouve en tout cas les plus grandes populations. Mais on en trouve encore au Tessin, et quelques sites dans les Grisons, et puis un petit peu dans le bassin genevois. Ça n'a jamais été un oiseau fréquent, mais il était un petit peu plus régulier. Et il a drastiquement diminué depuis les années 80 pour qu'il ne subsiste au final plus que quelques chanteurs connus en Valais dans les années 2000. On prédisait d'ailleurs l'extinction du petit duc pour la Suisse. Et puis, heureusement, le petit duc a réaugmenté et on retrouve maintenant des populations qui certes sont petites, mais qui sont viables en Valais. Donc on est passé pas loin de l'extinction. Ça aurait été terrible de perdre une espèce comme ça. Oui, bien sûr, toute perte d'espèce est terrible forcément. C'est une espèce qui est très emblématique, qui est connue des Valaisans, qui l'appellent la pioute en raison de son chant. Donc de perdre une espèce phare comme ça en Valais, ça aurait été terrible, effectivement. Qu'est-ce qui est spécifique au chant du petit Dux cops ? Alors le petit duc émet une sorte de sifflement. Du reste, c'est pour ça qu'on l'appelle la pioute ou bien le clou en Valais, parce qu'il fait son tiu, tiu, comme ça, assez monotone, qui va répéter en début de nuit. C'est ainsi que les mâles vont marquer leur territoire, et puis les couples se forment, et la femelle chante en duet ensuite avec le mâle. Donc c'est en fait ces chants qui font résonner un petit peu le paysage agricole valaisan, en tout cas dans les zones qui sont encore bien conservées. Le petit Dux cops est un oiseau migrateur. Il passe ses hivers dans le Sahel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc le petit duc, effectivement, c'est un migrateur transsaharien. Donc il va quitter la Suisse entre fin août et on dira fin septembre, grosso modo. Et puis passer le Sahara et hiverner entre la Mauritanie et la Sierra Leone. Ça, c'est les résultats d'une étude faite par des Espagnols qui ont équipé les petits ducs avec des GPS. Après, les oiseaux de chez nous, où ils vont exactement, ça on ne sait pas. On a des populations qui étaient tellement petites qu'on n'a pas voulu faire de la recherche trop invasive, mais on peut supposer qu'en tout cas, ils vont hiverner au sud du Sahara, pourquoi pas dans des régions similaires à ces oiseaux d'Espagne. Oui. Quand est-ce qu'ils reviennent du coup en Suisse ? Alors ils reviennent assez tôt. Les premiers petits ducs sont entendus en Valais entre fin mars et début avril, ce qui est très tôt. Et puis ils sont assez calmes, on va dire, jusqu'à mi-avril ou fin avril, date à laquelle ils vont commencer à chanter de façon assez soutenue. Et par contre, ils vont nicher beaucoup plus tard. Typiquement, l'envol des jeunes va se situer plutôt autour de mi-juillet, un petit peu avant mi-juillet. Juste avant de repartir, presque. Donc, juste avant de repartir, ouais, une fois que les jeunes quittent le nid autour de la mi-juillet, ils restent encore de l'ordre de 3 semaines dans les parages, se nourrir avec les parents, et puis après, ils commencent à bouger un petit peu plus loin. Quel est l'habitat idéal du petit Dux cops ?
Donc c'est vraiment une espèce des paysages semi-ouverts, un petit peu à l'interface entre les prairies et puis les zones buissonnantes ou des petits peuplements forestiers. C'est un oiseau qui n'apprécie pas les zones forestières parce qu'elles abritent ses prédateurs, la chouette hulotte ou le hibou moyen-duc. Et de quoi a besoin le petit Duxcops pour vivre? Le petit Duxcops est un oiseau qui a besoin de bocage. Donc on a besoin de zones avec des haies et des prairies extensives où il y a suffisamment de nourriture. Il va se nourrir d'insectes principalement, notamment de grandes sauterelles vertes. C'est ce qui l'amène assez jeune au nid. Et puis en fait, ces grandes sauterelles vertes, elles ont besoin de zones qui sont pas fauchées, où on a suffisamment d'herbages donc qui sont entretenus de façon extensive. Donc on a peu d'arrosage, on a peu de lisier et puis pas trop de coupes. Parce que forcément, chaque fois, ça fait des ravages sur la petite faune des prairies. Est-ce que, du coup, la perte de ces habitats explique donc en grande partie pourquoi est-ce que le petit Duxcops a presque disparu de Suisse? Oui, effectivement, en tout cas, c'est la théorie principale qu'on a, c'est que les sites favorables au petit Duxcops se sont réduits énormément. Si on prend la plaine valaisanne, elle est occupée par l'agriculture, elle est occupée par l'industrie. Ensuite, quand on monte le long des coteaux, on a le vignoble. Ensuite, on a des petits villages qui se situent autour de 1000 mètres d'altitude. Et puis, les dernières prairies vraiment extensives qui restent en Valais, c'est les prairies qui se trouvent entre les villages et les forêts de montagne. C'est ces zones de prairies et de pâturage qui sont encore exploitées de façon extensive. Pour combien de temps, on ne le sait pas, parce que maintenant, on voit quand même qu'on a une rationalisation des surfaces agricoles. Il faut arriver à produire plus, de façon plus efficace. Et puis, toutes ces petites parcelles agricoles ont tendance justement à s'homogénéiser ou alors à disparaître quand on a des zones qui sont trop difficiles d'entretien. Ces zones ne sont plus fauchées, ne sont plus pâturées et puis retournent à la forêt. Et dans ces deux cas, que ce soit une intensification, une homogénéisation ou bien un retour à la forêt, c'est défavorable pour le petit duc qui perd du coup des habitats pour nicher. Le petit Duxcops connaît une remontée des effectifs. Donc on passe de la liste rouge proche de l'extinction à un petit peu d'espoir. De combien de couples est-ce qu'on parle? Donc on parle d'une quasi-extinction autour des années 2000 où il nous restait, je crois, un couple connu et quelques chanteurs par-ci par-là, à maintenant de l'ordre d'une septantaine de chanteurs, donc ça veut dire d'oiseaux qui défendent un territoire en Valais. Donc c'est vraiment une remontée qui est spectaculaire. Qu'est-ce qui explique cette remontée d'effectifs? La première chose, c'est qu'au moment où le petit duc était extrêmement menacé, il y a des mesures très fortes qui ont été prises, notamment justement par la station, pour protéger les habitats, pour protéger les herbages extensifs. Ensuite, ces mesures, elles ont été reprises dans le cadre, par exemple, des projets de réseau écologique. Donc c'est des mesures qui sont petit à petit un peu généralisées. Ça a permis très probablement de maintenir l'espèce et de la faire réaugmenter localement. Et puis ensuite, on voit que depuis les années 2000, elle a réaugmenté de façon lente mais constante. Et puis ces 10 dernières années, on a eu 2 ou 3 sauts comme ça, avec des augmentations très rapides des populations, qu'on explique un petit peu moins bien. Est-ce qu'il y a tout d'un coup des influx d'oiseaux venant du sud parce qu'il y a eu une bonne période de reproduction ou alors qu'il y a eu un hiver plutôt clément dans le Sahel? C'est difficile à savoir exactement, mais en tout cas, ces influx permettent chaque fois de rajouter quelques territoires qui restent d'une année à l'autre. C'est très réjouissant pour cette espèce. Quelles sont exactement les mesures que vous mettez en place? J'ai entendu dire qu'il y avait plutôt 2 directions, les mesures forestières et puis les mesures plutôt pour la conservation des insectes. Oui, effectivement, on a 2 directions principales, je dirais même 3. Alors la première chose, c'est essayer de récupérer des habitats, parce qu'on voit que le petit duc a quand même de moins en moins d'habitats favorables. Et puis ces habitats qui restent, c'est des zones agricoles. Donc on ne peut pas aller toquer chez un agriculteur puis lui dire, voilà, les prairies qui servent à nourrir votre bétail, là maintenant il faut les mettre en prairies extensives. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mesures pour en fait récupérer des zones d'herbage qui se sont refermées et qui deviennent petit à petit de la forêt. Donc on réouvre ça pour en refaire des prairies extensives ou bien des vergers haute tige. Et comme ça, c'est une situation qui est gagnante-gagnante parce que les agriculteurs récupèrent des terrains qui ont été perdus en fait au fil des années et le petit duc, lui, récupère des herbages extensifs, voire des futurs sites de nidification quand on plante des vergers haute tige. Et puis ensuite, il faut aussi des mesures pour favoriser les insectes.
Et ces mesures-là, c'est conserver des bandes herbeuses non fauchées et puis effectivement discuter avec les exploitants pour limiter l'arrosage des prairies, par exemple, qui a un effet terrible sur les insectes. Limiter forcément tout ce qui est nitrate et autres, tout ce qui engraisse la prairie. Et puis le troisième volet, c'est essayer d'avoir un impact en amont, c'est-à-dire chaque commune, par exemple, doit faire un plan d'affectation de zone. Et puis nous, ce qu'on essaye de faire passer maintenant, c'est de dire, ben voilà, dans votre plan d'affectation de zone, s'il vous plaît, essayez de mettre en zone agricole protégée ces surfaces-là qui sont utilisées par le Ptilucscops. Récemment, la station ornithologique a acquis des parcelles agricoles. Il y a eu une grande bataille légale autour de cet achat. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors ça a été quelque chose d'assez compliqué. Pour la petite histoire, à Grimizua, dans les années 90, un golfe était prévu. Et puis, il y a eu des oppositions à ce golfe, notamment parce que c'était là que se trouvaient les derniers territoires de Ptiduc de la région. Donc, ce golfe ne s'est pas fait. Et puis, une partie des parcelles qui avaient été achetées pour ce golfe ont été mises en liquidation. Et puis, la station ornithologique suisse a pu les acheter en 2017. Le problème, c'est que certaines parcelles étaient trop grandes pour être achetées par des non-agriculteurs. Et puis, là, justement, on a essayé de travailler sur la loi sur le droit foncier rural qui dit qu'on peut acheter des parcelles pour protéger un objet, ou là, en l'occurrence, c'était pour protéger le Ptilucscops. S'en est suivi une longue bataille juridique, parce que c'est une interprétation de cette loi sur le droit foncier rural et qui n'avait encore jamais été faite en Suisse. Et le cas a été porté jusqu'au tribunal fédéral, qui nous a donné raison, ce qui est doublement intéressant, parce que voilà, on a pu donc acheter ces parcelles pour la protection du Ptilucscops, mais le cas maintenant fait aussi office de jurisprudence dans toute la Suisse, et devrait faciliter l'achat de terrain pour la protection d'espèces. Et du coup, qu'est-ce que ça change pour toi, pour le travail ? Ce que ça change, c'est que maintenant, on a un énorme terrain pour faire des mesures et puis lancer un gros projet de conservation. Quelles sont les prochaines étapes, du coup, avec ce terrain ? Il va falloir contacter nos voisins de parcelles et puis j'ai des contacts, bien sûr, avec les exploitants du site. Et bien, dans un premier temps, on va voir quelles mesures on peut mettre en place. Et puis, d'ici, normalement, 1 année ou 2, on devrait pouvoir commencer à faire les premières mesures forestières pour récupérer justement des zones qui se seraient un petit peu embroussaillées et mettre en place toute une série de mesures pour favoriser la végétation et les insectes. Est-ce que c'est facile de mettre en place des mesures de protection ? De façon générale, c'est toujours compliqué de mettre en place des mesures parce que souvent on manque de place pour faire ces mesures. Et c'est là que c'était intéressant de pouvoir acheter du terrain. C'est qu'une fois qu'on a acheté du terrain, on est chez nous et on peut faire des mesures chez nous. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui te plaît dans ton travail pour la protection du Ptilucscops ? Alors le Ptiluc, c'est une espèce qui est assez mythique. C'est une chance de pouvoir travailler sur un oiseau qui est aussi rare que ça en Suisse, de pouvoir entrer dans son intimité parce qu'on fait des suivis donc, nocturnes de l'espèce, des recensements, on se balade toute la nuit en Valais pour essayer de trouver ces territoires. Donc on rentre vraiment dans l'intimité de cet oiseau qui est mystérieux et assez fascinant. Et ça, c'est quelque chose de totalement incroyable. Merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes sur le Ptilucscops. J'espère que les effectifs vont continuer sur leur tendance positive. Retrouvez-nous sur Internet pour plus d'informations www.fogelwarte.ch/petit-duc-scops. Vous avez écouté À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach.